Alors voilà, c'est ça le véritable esprit d'Anchorage. Donald Trump voulait vraiment livrer le Donbass et la Crimée à Vladimir Poutine, et les négociations avec l'Iran ont complètement échoué. La trêve entre les États-Unis et l'Iran est terminée. Téhéran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz, soi-disant à cause du bombardement du Hezbollah libanais par Israël. Mais la vérité, c'est que quelques heures avant la fermeture du détroit, on a appris que les négociations entre les États-Unis et l'Iran en Suisse avaient été définitivement annulées aujourd'hui. Désormais, Donald Trump affirme que les États-Unis n'étaient pas en position désespérée lorsqu'ils s'apprêtaient à conclure un accord avec l'Iran, mais qu'ils ne rétabliront tout de même pas leur blocus contre l'Iran. Et pendant ce temps, il y a eu un tournant inattendu sur la question ukrainienne. D'une part, on a appris que les États-Unis et l'Ukraine ont commencé à discuter d'un accord pour mettre fin à la guerre en 2 étapes et mènent même des négociations secrètes avec les Russes. Et d'autre part, Emmanuel Macron s'est soudainement mis à multiplier les confidences, affirmant que Donald Trump était convaincu de la défaite de l'Ukraine et qu'à Anchorage, en août de l'année dernière, un accord était déjà pratiquement sur la table. Trump et Poutine voulaient en céder à la Russie des territoires ukrainiens qui n'avaient même pas encore été conquis par l'armée russe. Au final, Trump a échoué, que ce soit avec l'Ukraine ou avec l'Iran. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ces 2 sujets dans cet épisode. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Alors commençons cet épisode par le sujet de l'Iran. Donald Trump n'a pas eu le temps d'annoncer la victoire sur l'Iran, voire la capitulation devant les États-Unis, et de signer de façon ostentatoire un accord avec les Iraniens. Que l'Iran a déclaré aujourd'hui qu'il se retirait des négociations et a de nouveau annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz. Et cela précisément le jour où les parties devaient enfin signer à Genève les accords écrits mettant fin à la guerre. Pour vous le dire tout de suite, aucune rencontre n'a eu lieu aujourd'hui à Genève. Aujourd'hui, le 19 juin, l'Iran a limité le passage des navires par le détroit d'Ormuz. Dans la zone du détroit, des tirs de sommation ont été entendus et le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a appelé par radio les navires à ne pas s'approcher de cette zone. Dans le même temps, Téhéran a déclaré que le passage des navires reste possible, mais uniquement à condition de soumettre une demande préalable aux combattants du CGRI. Elles ne sont approuvées qu'à condition de respecter les exigences établies, qui, comme vous le comprenez, sont fixées par Téhéran. L'Iran a déclaré que la raison de cette décision était qu'aujourd'hui, Israël a mené une série de frappes contre le Liban en réponse à une attaque du Hezbollah, qui a entraîné la mort de 4 soldats. Malgré le mémorandum des États-Unis et de l'Iran prévoyant la cessation des conflits sur tous les fronts, y compris au Liban. Eh bien, les autorités iraniennes à Téhéran ont également déclaré qu'ils ne considéraient pas la guerre comme terminée tant qu'Israël n'aurait pas retiré toutes ses troupes du Liban. Il est amusant de noter que seulement quelques heures avant la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, Donald Trump a déclaré bruyamment et publiquement dans une interview qu'il avait déjà gagné et que l'Iran avait capitulé. Trump estime que pour l'Iran, la signature d'un mémorandum avec l'Amérique équivaut à une capitulation sans condition. Trump a reconnu qu'il avait conclu un accord afin d'empêcher que la guerre ne se transforme en un problème économique mondial. Et il a ajouté que les États-Unis d'Amérique avaient complètement écrasé l'Iran sur le plan militaire. Et Trump a déclaré que le mémorandum d'entente constitue une capitulation inconditionnelle de l'Iran. De plus, la guerre a effectivement démontré la puissance militaire de l'Amérique, a déclaré Trump. Et ensuite, je vais citer sa déclaration victorieuse. Je rappelle qu'il a fait cette déclaration seulement quelques heures avant que l'Iran ne referme aujourd'hui le détroit d'Ormuz. Citation de Trump. Qui d'autre aurait pu organiser un tel blocus ? J'ai organisé un blocus maritime qu'aucun navire n'a pu franchir, mais les alternatives à la conclusion d'un accord auraient pu être catastrophiques. Trump a déclaré que la guerre avait en fait démontré la puissance militaire là-bas pendant encore 2 ou 3 semaines, et continué à les bombarder jusqu'à ce qu'ils soient à moitié morts, n'est-ce pas ? Il a demandé « Qu'est-ce que cela nous apporterait ? Le détroit d'Ormuz restera fermé, notre guerre l'a prouvé depuis des mois. Tant que vous utilisez la force, le système se ferme. C'est ce qui peut provoquer une dépression mondiale. Cependant, je tiens à souligner que cela était déjà le cas avant le début de la guerre au Moyen-Orient. En février, même son vice-président J.D. Vance avait averti Donald Trump que l'Iran pouvait bloquer le détroit d'Ormuz, mais Trump n'y croyait pas. Il a déclaré
que cette dépression mondiale que prédit la guerre, Trump a déclenché la guerre, a démontré la puissance militaire de l'Amérique. Et ce n'est pas cela, il a déclaré, qu'a fait l'Iran aujourd'hui. La guerre a montré une puissance militaire incapable de gagner ni de prévoir les conséquences. Trump a dit « Écoutez, si on avait continué à bombarder l'Iran, le détroit d'Ormuz aurait été bloqué. » Ah, c'est vrai, il a encore bloqué. La guerre a montré, malgré les concessions, la puissance militaire de Trump. Il semblait que l'Iran avait violé les conditions même de l'accord préliminaire et avait de nouveau bloqué le détroit d'Ormuz. Il était temps d'agir. Mais que faire? Mais non. Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient héroïquement supporter tout cela et respecter les conditions de l'accord qu'il avait signé avec Faste hier en France. Donald Trump a de nouveau déclaré, je cite, « Donald Trump, la guerre a affaibli l'Iran. Il n'a plus ni force aérienne, ni marine, ni équipement anti-aérien, ni radar, ni pratiquement rien d'autre. » Mais en même temps, les démocrates affirment qu'aujourd'hui, l'Iran se porte mieux qu'il y a 4 mois. Vous pouvez imaginer ça? Comment peut-on être aussi stupide? Mais ici, bien sûr, la question est, qui est vraiment stupide dans toute cette histoire? Selon Trump, l'Iran n'a soi-disant rien. Mais aujourd'hui, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Et en réponse, Donald Trump déclare, je cite, « Non, nous n'avons pas rencontré les Iraniens par désespoir. C'est l'Iran qui était désespéré. Ils sont finis. Nous irons jusqu'au bout de ces 60 jours. Ils ne recevront pas d'argent, même pas 10 centimes. » Si vous n'avez pas compris, Trump a déclaré que, quoi qu'il arrive, il respecterait unilatéralement ce cessez-le-feu de 60 jours qui avait été conclu dans le cadre du mémorandum d'entente que l'Iran a déjà violé. Mais il est très important ici de comprendre les raisons de ce qui se passe. L'Iran a déclaré avoir bloqué le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, c'est parce que Israël a ouvert le feu sur le Liban. Mais à l'heure actuelle, Israël et le Hezbollah, après des frappes réciproques, auraient de nouveau convenu d'une trêve, soi-disant avec la médiation de Washington. On pourrait croire qu'après cela, l'Iran annulerait son action, mais il maintient le blocus du détroit d'Ormuz, c'est la première chose. Deuxièmement, quelques heures avant le bombardement du Liban par Israël, on a appris que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui devaient avoir lieu aujourd'hui, le 19 juin dans la station de Borgenstock en Suisse, n'auront pas lieu. C'est ce qu'a officiellement annoncé le ministère suisse des Affaires étrangères. En plus des représentants de Washington et de Téhéran, des médiateurs comme le Pakistan et le Qatar devaient assister à la rencontre. Il était prévu que les parties discutent de la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé précédemment entre les États-Unis et l'Iran. Cependant, la rencontre a été annulée à la dernière minute, je précise, avant même les frappes israéliennes contre le Liban. À la Maison-Blanche, il a été déclaré auparavant que le vice-président américain J.D. Vance avait annulé son voyage prévu en Suisse le 19 juin. Voici leur déclaration à la Maison-Blanche. Comme l'a dit le vice-président, les plans des prochaines négociations techniques ne sont pas encore définitivement arrêtés, mais la délégation américaine est prête à s'y rendre dès que possible. La logistique des négociations. La logistique des négociations avec l'Iran n'a jamais été simple ou prévisible. Dans le même temps, l'annulation de la rencontre a été une surprise, car des dizaines de fonctionnaires de la Maison-Blanche, des employés chargés de préparer les négociations, ainsi que des représentants des médias, y compris certains de mes collègues journalistes, étaient déjà en Suisse et se préparaient à la visite des parties. Tout le monde était déjà arrivé, s'était préparé et attendait le moment où les Américains et les Iraniens signeraient cet accord historique mettant fin à la guerre. Et c'est là que ça devient intéressant. Avant l'annulation de la rencontre, l'agence iranienne Tasnim a publié un communiqué indiquant que Téhéran souhaitait voir la mise en œuvre des points de l'accord avec les États-Unis avant que la prochaine étape des négociations ne commence. En termes simples, l'Iran a clairement déclaré aux Américains « Écoutez, nous avons signé un accord avec vous, mais avant que nous commencions à faire quoi que ce soit selon cet accord, que les Américains remplissent d'abord leur part de cet accord. Et maintenant, attention. Avez-vous remarqué comment Donald Trump a explosé après la fermeture du détroit d'Ormuz aujourd'hui et a déclaré, je cite, « C'en est fini d'eux. Ils ne recevront pas d'argent, pas même 10 centimes. » On pourrait se demander quel est le rapport avec l'argent.
Pourquoi Donald Trump insiste-t-il précisément là-dessus? Mais l'essentiel, c'est que dans le cadre de l'accord, Donald Trump a accepté de débloquer des milliards de dollars d'actifs iraniens ainsi que de créer un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars pour la reconstruction de l'Iran. Et les amis, pour ceux qui ne me croyaient pas et qui écrivaient dans les commentaires que je mentais, pourquoi tu inventes ces 300 millions? C'est écrit noir sur blanc dans la version du document que la Maison-Blanche a montré. L'Iran déclare « Donnez-nous d'abord l'argent, levez les sanctions et débloquez les actifs, puis nous envisagerons d'engager des négociations avec vous. » C'est pourquoi Trump s'est emporté, et c'est précisément pour cela qu'il a parlé d'argent. Et les Iraniens l'ont tout simplement ridiculisé. En bref, le bombardement d'Israël contre le Liban aujourd'hui n'était qu'un prétexte pour que l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Et c'est là que tout arrive à une impasse totale. En fait, l'accord initial entre les États-Unis et l'Arabie saoudite a suscité des critiques assez vives de la part de certains membres du Congrès américain, en particulier des républicains au Congrès, dans les deux chambres. Ils s'inquiètent du fait que Washington a trop cédé à l'Iran. À cet égard, J.D. Vance, vice-président des États-Unis d'Amérique, a pris une mesure assez inhabituelle en se présentant à la Maison-Blanche pour défendre cet accord avec l'Iran. Il a affirmé que, bien que cela implique effectivement des concessions, l'Iran doit d'abord satisfaire aux exigences des États-Unis. Citation de J.D. Vance. « Lorsqu'ils feront preuve de davantage de bonne foi, nous pourrons renforcer les avantages économiques. S'ils font preuve de moins de bonne foi, nous pourrons annuler ces mesures. » Au final, nous nous sommes retrouvés dans une situation où l'Iran exige que les États-Unis fassent le premier pas, tandis que les États-Unis exigent que l'Iran agisse en premier. C'est une impasse. Eh bien, voyons qui cédera le premier dans cette situation. Et quelque chose me dit que ce sera encore Donald Trump, parce que c'est lui qui a peur de l'effondrement du marché pétrolier. Pas l'Iran. L'Iran s'en fiche. L'Iran bloque le détroit d'Ormuz et comprend que, dans cette situation, le temps joue en sa faveur. Mais Trump a déjà déclaré publiquement que oui, il avait peur que cela se transforme en un effondrement mondial et que les prix de tout montent en flèche partout dans le monde si le détroit d'Ormuz reste fermé. De plus, des responsables américains familiers avec le déroulement des négociations ont déclaré à la chaîne CNN qu'en ce moment même, les parties travaillent au béton sur des propositions secrètes pour mettre en œuvre l'accord signé cette semaine. Mais comme il a été révélé, l'Iran n'a signé aucun document supplémentaire, contrairement à ce qui s'est passé avec le mémorandum d'entente. C'est pourquoi, je cite, « Cela soulève la question de savoir si l'administration Trump n'a pas exagéré les engagements qu'elle a obtenus de l'Iran. » Et cela souligne encore une fois à quel point les efforts politiques fragiles visant à parvenir à un accord final peuvent s'effondrer rapidement. Pendant ce temps, les négociations sur l'Ukraine prennent une toute nouvelle dimension. Enfin, on a appris de quel esprit d'encourage parlent sans cesse les Russes. Donald Trump voulait vraiment livrer l'Ukraine à Vladimir Poutine et il a négocié cela avec lui en Alaska en août de l'année dernière. Mais avant de passer à la deuxième partie de cet épisode, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un j'aime et d'écrire des commentaires détaillés. Cela aidera beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube. De plus, je m'empresse de vous informer que nous avons créé une communauté privée sur la plateforme Patreon et sur Telegram. Elle s'appelle Peachy Insight, où vous pouvez me poser des questions directes. Là-bas, je discute personnellement avec vous de n'importe quel sujet. Il n'y a pas d'autocensure là-bas. Et là-bas, nous décidons ensemble des sujets que nous aborderons ensuite sur cette chaîne YouTube. Et en plus, il y a des analyses spéciales qui n'apparaîtront pas ici sur YouTube. Et là-bas, vous aurez un accès exclusif à des streams privés chaque mois, où il y aura des sessions de questions-réponses. Et aussi à mes analyses quotidiennes. Le lien vers Patreon se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mais si vous souhaitez simplement soutenir le travail de cette chaîne YouTube une seule fois, je vous en serai très reconnaissant. Vous trouverez également dans la description tous les liens et informations nécessaires pour le faire. Et abonnez-vous à mes réseaux sociaux. On s'y retrouve aussi. Tous les liens et informations sont dans la description de la vidéo. Nous continuons.
Alors, le président français Emmanuel Macron a choqué tout le monde en révélant comment Donald Trump a réellement essayé de vendre l'Ukraine à Vladimir Poutine. Et donc, le président américain Donald Trump, une fois arrivé au pouvoir, pensait que l'Ukraine allait perdre cette guerre contre la Russie. Selon Macron, Trump assurait en privé aux Européens qu'il était temps pour eux d'accepter enfin que l'Ukraine allait perdre et deviendrait de toute façon une partie de la Russie. En gros, il disait « Allons, abandonnons-la simplement ensemble, et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal avec elle ?» Je vais maintenant citer Emmanuel Macron. Souvenez-vous de janvier et février 2025. Lui, c'est-à-dire Trump, pensait que l'Ukraine allait perdre. Tout s'est mal passé dans le bureau ovale lors de la rencontre avec Zelensky, puis ensuite le sommet entre Trump et Poutine à Anchorage. Cela a suscité des espoirs d'un accord dans lequel il était proposé à l'Ukraine de simplement céder des territoires que la Russie n'avait même pas encore conquis. Ensuite, Macron a ajouté qu'après cela, en plein milieu du mois d'août 2025, il est allé à Washington avec d'autres dirigeants européens où ils ont dit « Écoute, Donald Trump, il est impossible de simplement abandonner l'Ukraine et l'Europe ne le permettra pas. » Au final, Donald Trump a vu que les déclarations sur la défaite de l'Ukraine étaient un énorme mensonge. Ensuite, une autre citation de Macron. Depuis lors, un immense chemin a été parcouru, et ce chemin est avant tout la victoire des Ukrainiens, de leur capacité et de leur force de conviction. Le président Trump a vu que tout ce qu'on lui disait, à savoir que les Ukrainiens allaient s'effondrer, qu'ils ne survivraient pas à l'hiver, qu'ils allaient en perdre, s'est avéré faux. Il a vu qu'il avait en face de lui des gens courageux et ingénieux, qu'il respecte désormais. Mais après cela, Macron a choqué encore plus. Donc, le président français a en fait confirmé en direct qu'à Anchorage, en août 2025, l'accord était déjà pratiquement sur la table. Et Donald Trump, dans cet accord, voulait vraiment donner à Vladimir Poutine un territoire ukrainien qui n'avait même pas encore été conquis par l'armée russe. Il s'agit des parties des régions de Donetsk et de Louhansk. Et vous savez, en regardant maintenant les événements au Moyen-Orient, j'en arrive à une conclusion simple. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'esprit d'Anchorage, lisez les conditions de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran et essayez d'y trouver la place d'Israël. Israël a lui aussi connu son propre esprit d'Anchorage. Trump a tout simplement abandonné Israël lorsqu'il a compris qu'il avait lui-même perdu cette guerre et qu'il devait trouver un moyen de s'en sortir tout en sauvant la face. À ce moment-là, il se fichait complètement de ses alliés. Mais heureusement, Israël ne disparaîtra pas, tout comme l'Ukraine n'a pas disparu. Mais soudain, la situation a changé après que tous les dirigeants du G7 cette semaine ont tous ensemble examiné attentivement les images de Moscou en feu. Le journal The Economist écrit aujourd'hui que la proposition de règlement pacifique en Ukraine pourrait inclure un plan par étapes, similaire à celui que Donald Trump vient tout juste de négocier avec l'Iran. Et c'est ce plan par étapes que Trump a discuté avec les Européens lors du sommet du G7. Comme l'écrit le journal, les échecs de l'armée russe et les succès de l'Ukraine dans les frappes de drones contre elle, ses voies d'approvisionnement et des cibles en Russie même ont commencé à changer l'attitude de Donald Trump envers le déroulement du conflit russo-ukrainien. Il s'est avéré que les représentants de Kiev et de l'équipe de Trump tiennent actuellement des consultations quotidiennes sur la manière de forcer la Russie à s'asseoir à la table des négociations. Dans ce contexte, Trump a déclaré être prêt à faire pression sur Poutine et à soutenir l'Ukraine. Je vais le dire tout de suite, il ne faut pas penser que Trump a soudainement changé d'avis et est devenu un grand partisan de l'Ukraine. Non, ce n'est pas le cas, c'est une question de circonstances, mais néanmoins, les événements en Russie, ces explosions, les raffineries en feu, ont montré à Trump que, les perdants ne ressemblent certainement pas à ça. Et donc, l'une des idées discutées par les Américains et les Ukrainiens est de mettre fin à la guerre en 2 étapes. Tout d'abord, il est prévu de cesser les hostilités le long de la ligne de front actuelle sur une profondeur de 50 à 70 km de chaque côté. Autrement dit, la ligne de front est gelée et, sur une profondeur de 50 km de chaque côté, soit une zone totale de 100 km, il ne doit y avoir aucun tir, aucun bombardement, rien du tout. Et ensuite, lorsque ce cessez-le-feu fonctionne, un accord plus large est conclu sur un arrêt complet des hostilités sur tous les fronts et la fin de la guerre.
Selon The Economist, des négociations officieuses avec Moscou ont aussi repris. C'est pourquoi nous entendons autant de déclarations publiques de Lavrov. Il a même écrit tout un article dans lequel il explique en quoi les Européens ont tort, comment ils essaient d'utiliser l'Ukraine comme un point uni pour créer une immense armée paneuropéenne qui ira ensuite combattre les Russes. Il a écrit sur la façon dont l'Europe courtise l'Ukraine, la Moldavie, maintenant aussi l'Arménie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qu'en général, l'Europe mène mal les négociations. Tout cela vient de là. Il s'avère que les Européens, avec les Américains et les Ukrainiens, ont vraiment discuté lors du sommet du G7 des modalités pour amener Moscou à s'asseoir à la table des négociations. Mais le problème, c'est qu'en Ukraine, on est convaincu que la Russie ne prendra probablement aucune mesure avant octobre. Pourquoi avant octobre ? Parce qu'à ce moment-là, la Russie voudra apporter son soutien à Donald Trump avant les élections de mi-mandat au Congrès et obtenir quelque chose en retour. Mais très probablement, le Kremlin va gagner du temps jusqu'au printemps prochain. En espérant qu'une nouvelle campagne massive de missiles et de drones pendant l'hiver contre les villes et l'infrastructure énergétique de l'Ukraine pourra enfin forcer l'Ukraine à faire des concessions à Moscou, et presque à capituler. Et à Moscou, ils continuent d'insister sur le fait qu'ils ne sont prêts à négocier que dans l'esprit d'Anchorage. Sous-entendant qu'à la réunion de août 2025 en Alaska, Vladimir Poutine aurait prétendument conclu un accord avec Donald Trump sur le transfert de tout le Donbass à la Russie et la reconnaissance de jure et de facto de son contrôle sur la Crimée et les territoires occupés des régions de Kherson et de Zaporijia. Et maintenant, d'après les propos d'Emmanuel Macron, nous comprenons que Trump préparait réellement l'abandon de l'Ukraine. Et aujourd'hui, à la fin, Trump a ajouté une déclaration courte mais très révélatrice. Je vais la citer ensuite, vous comprendrez tout parfaitement. Je ne suis pas un grand admirateur de l'Ukraine. À l'exception de leurs femmes, elles gagnent tout le temps le concours Miss Universe. Voilà quelle est l'attitude de Trump face aux problèmes mondiaux. Je vais m'arrêter là. Les amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo, écrivez vos commentaires, vos avis, vos conclusions concernant ces deux grands sujets. Et si vous souhaitez soutenir le travail de la chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous absolument à mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et bien sûr la chaîne Telegram. Là-bas, il y a des contenus qui ne sortent pas ici sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.